Quand on pense à l'immense empire perse, des noms nous viennent tout de suite en tête. Cyrus, Darius, Xerxès, les rois. Mais si le véritable architecte du pouvoir, c'était une reine. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Atossa, cette reine de l'ombre qui a absolument tout changé. Alors qui détenait vraiment le pouvoir? L'image qu'on a tous, c'est celle du roi des rois, un monarque absolu, tout-puissant. C'est l'histoire qu'on raconte, n'est-ce pas? Mais et si ce n'était que la partie émergée de l'iceberg? Parce que oui, dans les coulisses du pouvoir, loin de la façade dorée du trône, il se jouait une toute autre partition. Une partition bien plus complexe et, pour être honnête, bien plus fascinante. Et cet architecte, c'est Atossa. Il faut tout de suite oublier l'image d'une reine passive, d'une épouse royale parmi d'autres. Non, elle n'était pas un pion sur l'échiquier. Elle était la grande stratège, celle dont les décisions ont forgé le destin du plus grand empire de son époque. Alors, pour vraiment comprendre Atossa, il faut d'abord saisir sa position. Dans un monde où le moindre faux pas pouvait coûter la vie, elle n'a pas seulement survécu, elle a prospéré, elle a dominé. Tout commence avec son nom. En vieux perse, Utahossa, ce qui veut dire « la bien pourvue ». Et ce n'est pas juste un joli nom, ça la liait directement à la religion zoroastrienne. Donc elle n'était pas vue comme une simple princesse, non, elle était perçue comme une sorte de bénédiction divine. Et sa vie, c'est une véritable masterclass de survie politique. Il faut se rendre compte, elle est la fille de Cyrus le Grand, le fondateur de l'Empire. Elle est mariée à son frère, le roi Cambyse. Il meurt. Elle est ensuite forcée d'épouser l'usurpateur qui prend le pouvoir. Il est assassiné à son tour. Et enfin, elle épouse le nouveau roi, Darius. 3 rois, 3 régimes violents, et à chaque fois, elle ne fait pas que survivre. Elle en ressort plus forte. C'est incroyable. Ok, mais alors, quelle image a-t-on d'elle? Le gros problème, c'est que pendant des siècles, ce sont ses pires ennemis, les Grecs, qui ont écrit son histoire. Et on va voir que leur vision est, disons, assez particulière. Prenons l'historien grec Hérodote. Il en fait un personnage de roman, littéralement. Il nous raconte une histoire de tumeur au sein, un pacte secret avec un médecin grec, mais surtout, il la présente comme celle qui a déclenché la guerre contre la Grèce. Et pourquoi? Pour un simple caprice, parce qu'elle voulait des esclaves grecs. C'est quand même une vision très pratique pour dépeindre les Perses comme des barbares décadents, non? Et voilà comment les Grecs résumaient tout ça en une phrase choc. C'est elle qui gouvernait Darius. Pour eux, le message était limpide. Le grand roi perse n'était en fait qu'une marionnette, manipulée par une femme. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que même chez les Grecs, le tableau est plus complexe. Dans la plus vieille pièce de théâtre qui nous soit parvenue, les Perses d'Échille, Atossa n'est pas du tout la méchante de l'histoire. Bien au contraire, elle est le cœur moral de la pièce, une reine pleine de dignité qui représente l'âme de l'Empire. Assez loin de la manipulatrice, donc. Bon, assez parlé de propagande et de théâtre. Et si on laissait les légendes de côté pour regarder les faits bruts? Parce que, des millénaires plus tard, des archives perses ont été découvertes. Et elles dressent un portrait radicalement différent d'Atossa. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a le mythe grec de l'intrigante de palais, celle qui chuchote à l'oreille du roi. Et de l'autre, la réalité froide des archives perses, une femme d'affaires, une dirigeante, une gestionnaire de haut vol. Et cette vérité, elle nous vient de la poussière. Des milliers de tablettes d'argile, les fameuses archives de Persépolis. Ce sont les notes de service, les bons de commande, en gros les emails de l'Empire. Et ce que ces tablettes révèlent sur Atossa a complètement révolutionné notre compréhension de son rôle. Alors, concrètement, que nous disent ces tablettes? Eh bien que loin d'être une simple épouse confinée au palais, Atossa était une véritable PDG. Elle possédait des domaines immenses, elle avait son propre sceau officiel pour valider des ordres, elle gérait ses finances en toute autonomie et organisait la logistique de ses propres équipes. C'est la preuve d'un pouvoir économique et d'une indépendance absolument incroyable pour l'époque. Et quand on parle de logistique, attention, on ne parle pas de petites courses. Un seul de ces mémos de voyage, validé par son sceau, pouvait autoriser la distribution de 1170 pintes de vin pour une seule mission. Il faut imaginer l'échelle. C'était une opération massive qu'elle dirigeait personnellement. Mais gérer un empire économique, c'était une chose. Son véritable coup de maître, son coup de génie, il est purement politique. Et il allait décider de l'avenir de l'empire tout entier. Voilà le problème. Darius avait un fils aîné, Artebazanès, qui était né avant qu'il ne devienne roi. Et la tradition était claire, c'est lui l'héritier. Alors comment Atossa a-t-elle réussi à mettre son propre fils, Xerxès, sur le trône?
Et c'est là qu'on voit toute son intelligence politique. Elle ne se bat pas, elle ne complote pas, elle argumente. Premier point, un argument juridique. Xerxès est le premier fils né après que Darius soit devenu roi. Il est né dans la pourpre, comme on dit. C'est un bon début. Mais voici le coup de grâce, l'argument massu. Seul Xerxès est le petit-fils du fondateur de l'Empire, le légendaire Cyrus le Grand. Et contre ça, personne ne pouvait rien dire, c'était absolument imparable. S'il faut bien saisir ici, c'est que ce n'est pas de la simple manipulation de couloir, c'est de la gouvernance au plus haut niveau. Elle a littéralement réécrit les règles de la succession impériale. Elle a créé une nouvelle jurisprudence pour assurer la stabilité et, bien sûr, légitimer sa propre lignée pour les générations à venir. Donc au final, qui était vraiment Atossa? Si on devait résumer, quel est son véritable héritage? Eh bien, tout est là en fait. Sa lignée, celle de Cyrus, a apporté la légitimité qui manquait peut-être à Darius. Son pouvoir économique lui a donné une indépendance totale. Et sa stratégie politique a tout simplement sauvé la dynastie et assuré son avenir. On pourrait le résumer avec une image forte. Darius a bâti les monuments de l'Empire, les palais, les routes. Mais c'est Atossa qui a fabriqué le ciment qui maintenait toutes les pierres ensemble. Elle était la fondation, invisible mais absolument essentielle. Et puis vers 475 avant notre ère, après avoir vécu près de 75 ans, ce qui est un âge exceptionnel pour l'époque, elle disparaît des archives. Après plus de 50 ans passés au cœur de la première superpuissance mondiale, le silence. Ce qui nous laisse avec une dernière question. L'histoire, au fond, se souvient-elle des voix les plus fortes, celles des conquérants sur leurs chars? Ou bien est-ce que le véritable pouvoir, celui qui dure vraiment, appartient à ceux et celles qui, comme Atossa, construisent en silence les fondations sur lesquelles tout le reste est bâti?